Troisième soirée de débat consacrée à l'élection présidentielle au Togo. 7 candidats sont en liste pour le scrutin du 4 mars prochain. Bienvenue sur Africa 24. Nous sommes en direct de Lomé. Bonsoir. Samantha Ramsamy, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Nous consacrons notre troisième débat de campagne au programme économique et à la politique d'infrastructure des candidats. Alors face à face ce soir, pendant 1 heure, l'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, M. Agbeyome Kodjo, qui est le patron de l'OBU. Bonsoir M. Kodjo. Bonsoir. Face à lui, Adji Oté Ayassor, ministre de l'économie et des finances, qui représente le RPT, le parti du président sortant, Faure Gnassingbé. Bonsoir, M. Ayassor. Bonsoir. Si vous avez manqué notre débat de mardi soir, voici une séance de rattrapage. Et pour les autres, laissez-nous vous rafraîchir la mémoire. Voici les temps forts de la soirée qui étaient consacrés au programme social des candidats. Sur le plan agricole, le Togo est en avance. Lorsque nous avons eu la crise alimentaire mondiale, en 2008. Le seul pays de la sous-région où il n'y a pas eu d'explosion et de manifestation, c'est au Togo. Parce que des mesures ont été prises pour nous assurer que chacun soit satisfait. Au moment de la crise de la vie chère, si les Togolais ne se sont pas soulevés, c'est parce qu'il y avait eu un dialogue et il y avait eu un climat social et personne ne voulait vraiment mettre de la poudre sur le feu. Comment le ministre pourrait comprendre que dans un pays, il y a un minimum que chacun peut avoir pour pouvoir supporter sa famille? Nous considérons que le SMIC peut être revalorisé au-delà de ce que c'est aujourd'hui. Mais en même temps, il faut l'indexer sur la croissance. Dans la mesure où M. Kissi ne connaît pas le montant du SMIC, il ne peut pas vous dire à quelle hauteur il peut l'augmenter. J'ai l'impression que ou bien le RPT n'a pas d'échelle de priorité, ou bien ils ne savent pas situer les priorités. Nous considérons qu'au Togo, vous allez dans plusieurs centres hospitaliers, c'est de véritables mouroirs. Les Togolais n'ont pas les moyens de se faire soigner. Il faudra, et Mme Adjamagbo l'a inscrit en première ligne, créer ce qu'on appelle la couverture médicale minimum garantie pour les personnes vulnérables. Dans les zones urbaines, il faudrait tenir compte des revenus des gens pour pouvoir leur offrir, offrir une prise en charge réelle. Le premier problème, c'est le travail. Il faut que les gens puissent travailler. Et travailler dur, mais être payés pour ce qu'ils font, à un niveau. Parce qu'en payant les gens, avec salaire de misère, on ne leur permet pas de consommer. Voilà, c'était donc les temps forts du face-à-face qui s'est déroulé ici même sur ce plateau hier mardi. Nous avons donc 2 invités, je le rappelle, l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo, qui est candidat à la présidentielle. Monsieur Kodjo, vous avez été président de l'Assemblée nationale, vous avez été Premier ministre, vous avez été ministre de la Sécurité, vous avez été directeur général du port autonome de Lomé. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui être président de la République au Togo? Bon, je pense que chacun dans la vie doit avoir une ambition pour lui-même, une ambition également pour son pays. Pour ce qui me concerne, le 27 juin 2002, nous avons fait un constat, j'étais Premier ministre de la République du Togo, et nous avons fait un constat qu'il y a des dysfonctionnements qui, je dirais, empêchent l'exécution du programme que j'ai fait adopter donc par l'Assemblée nationale. Nous avons tiré des sonnettes d'alerte, ça ne marchait pas et j'ai dû remettre ma démission. J'ai quitté le pays pendant 3 ans, je suis revenu après la mort du président Yadema, je vois comment le pays est géré, je dis, il y a une autre offre politique qu'on peut faire aux Togolais. Nous avons réfléchi avec des amis et nous avons donc créé ce qu'on appelle l'Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. Est-ce que nous sommes contents de la manière dont le pays est géré? Est-ce que nous sommes contents en entendant ce que nous voulons, votre best-of, que les Togolais sont heureux? Il suffit seulement. En fait, je crois que le RPT, le candidat du RPT a un handicap. Son handicap, c'est l'évolution dans les pays voisins, au Bénin, donc au Ghana, au Burkina. Je considère que ces paramètres-là, quand on les observe, il y a des questions à se poser. Et je considère que, les Togolais savent que lorsqu'on me confie une responsabilité, j'essaye de l'assumer du mieux de mes forces. Je fais une offre, je vais mettre des talents, des compétences de tout horizon au service du développement du pays. Monsieur Kodjo, vous avez longtemps cheminé avec justement vos camarades du RPT, le Rassemblement du peuple togolais. Qu'est-ce qui vous a fâché à ce point de vous mettre en marge de la République? Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai remis ma démission donc, le 27 juin 2002, lié au fait qu'il y a un certain nombre de réformes qui étaient contenues donc, dans ce qu'on appelle donc, la déclaration de politique générale adoptée par l'Assemblée nationale, que je voulais donc appliquer,
qui rencontraient des difficultés donc, dans le sérail. Alors, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Oui, on se tait et du moins on est complet du système, alors que de toute façon, on a l'ambition d'améliorer les choses dans le pays. C'est pour cela de toute façon que le 27 juin, la crise a commencé plus tôt. Le 27 juin 2002, j'ai dû remettre ma démission et ma vie fut mise en danger et j'ai dû retrouver, si vous voulez, l'exil en France pendant 3 années. Alors, M. Ayassor, est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic que décrit le candidat Agbeyomi Kodjo? Je suis très surpris de l'entendre parler ainsi. Lui qui a été Premier ministre ici sous le régime Yadema, qui nous dit aujourd'hui qu'il n'avait pas les moyens de mettre en place sa politique. Pourtant, il y avait une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Et qu'ils nous disent concrètement parlant, qu'est-ce qu'il a empêché de mettre en œuvre le programme? Il ne suffit pas de dire qu'il n'a pas pu mettre en place son programme. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question avant qu'on passe à autre chose? Non, je réponds. Je crois que je n'aime pas quand les gens connaissent très bien la réalité et que de toute façon face au monde extérieur, qu'on veut décrire de toute façon une situation donc, qui est bien, qui ne pose pas de problème. Vous savez, lorsque vous voulez engager des réformes, vous savez comment ça se passe? Vous allez voir le chef de l'État, vous lui expliquez ce que vous voulez faire. Si le chef de l'État vous donne l'accord, vous le faites. Si vous ne donnez pas l'accord, comment vous pouvez du moins saisir l'Assemblée nationale? Si vous êtes Premier ministre, saisir directement l'Assemblée nationale si le dossier que vous voulez faire passer à l'Assemblée nationale ne reçoit pas la voix du Conseil des ministres. Donc, je crois quand même que vous avez trouvé la réponse. Si le chef de l'État ne vous épaule pas ou n'est pas d'accord avec la réforme engagée, vous êtes d'accord avec moi que la réforme ne peut pas aller à l'Assemblée nationale, puisque pour que la réforme aille à l'Assemblée nationale, il faudrait nécessairement de toute façon que ça passe par le Conseil des ministres. Maintenant, il y a d'autres dispositions réglementaires. Si le chef de l'État n'est pas d'accord pour signer ces dispositions réglementaires, comment un simple Premier ministre peut le faire? Alors, je vais lui donner un exemple. Nous avons réussi ce qu'on appelle le PIE, Programme intérimaire renforcé du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les gens sont venus nous dire, le Togo était sous suspension de la coopération financière internationale. Les gens sont venus nous dire, les fonds dont dispose le FMI et la Banque mondiale pour le Togo sont insuffisants. Ce que nous voudrons lever des fonds dans les pays européens. Mais pour lever ces fonds, il faudrait nécessairement qu'on enlève du moins la suspension. Mais pour enlever la suspension, il faudrait donc organiser des élections libres, pour que l'opposition puisse avoir du moins une présence à l'Assemblée nationale. Nous avons commencé par discuter. Mais en fait, si on n'a pas pu faire ces élections pour lever les fonds et permettre du moins la reprise de la coopération, c'est parce que les gens calculaient que de toute façon, il faut que le président fasse un 3e mandat. Et c'est comme ça que les élections de décembre 2002 ont été faites en évitant de respecter les normes. L'opposition a boycotté. Le RPT a profité donc, de cette absence de l'opposition pour modifier la Constitution, supprimer le mode de scrutin qui est de 2 tours et ramener donc l'âge le minimum pour être candidat à la présidentielle de 45 à 36 ans. Bref, il sait très bien de quoi je parle parce que le système qui sert aujourd'hui, moi aussi je l'ai servi, on se connaît très bien et connaît également donc, les limites de ses actions. Monsieur Ayassor, est-ce que M. Kodjo parlait des bailleurs de fonds, du retour des bailleurs de fonds dans le pays? Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le déficit démocratique au Togo il y a une amélioration à ce niveau pour justement faire venir des investisseurs européens et l'Union européenne plus particulièrement? Je voudrais d'abord faire remarquer que le FMI ne s'implique pas fondamentalement parlant dans les questions politiques. Le FMI s'implique dans les questions économiques. Que M. Agbeyomi me parle des conditions politiques ici, je suis surpris de l'entendre dire ainsi. Nous avons repris la coopération avec le FMI en mettant en place un programme de référence économique qui a été suivi par un autre programme économique que nous sommes en train de mettre en œuvre. Le FMI, monsieur Kodjo, quand vous parlez, je vous laisse parler. Voilà. Alors, qu'ils nous disent qu'il n'a pas eu les moyens lui permettant de mener son action, je suis surpris. Le RPT était majoritaire au Parlement. Qu'est-ce qui l'a empêché de mettre en œuvre le programme du gouvernement? Qu'est-ce qui l'a empêché? Qu'ils nous le disent. Qu'ils ne me disent pas tout simplement que c'est parce que le FMI a demandé qu'on donne l'opportunité à l'opposition de se présenter et que cela n'a pas été fait.
que lui, là, il n'a pas pu mettre en œuvre son programme. Alors, monsieur Ayasso, je vous pose la question. Après 5 ans de règne du président Faure Gnassingbé, comment se porte l'économie togolaise? L'économie togolaise se porte bien. Le taux de croissance aujourd'hui est de 2,5. Donc, nous avons engagé un vaste programme de réforme économique depuis pratiquement 2 ans. Vous savez très bien que lorsque le président Faure est arrivé au pouvoir, il a commencé par les réformes politiques. Cela lui a pris 3 ans. C'était une œuvre très difficile à mettre en œuvre, mais il a eu le mérite de réussir le dialogue politique. Alors, au bout de 2 ans de réforme, quel bilan faites-vous? Un bilan positif. Bilan positif, j'ai parlé du taux de croissance qui est de 2,5 aujourd'hui. Et vous savez très bien que le Togo n'a pas été à l'abri de la crise économique qui secoue en ce moment le monde entier, due à la crise financière. Monsieur Kodjo, c'est également votre sentiment? L'économie se porte bien? Non, ce n'est pas mon sentiment, malheureusement. Et il sait très bien aussi donc, que j'ai la maîtrise donc, de ces problèmes économiques. Ce que je voulais donc faire remarquer par mon ami, mon jeune frère, je dis que un chef de gouvernement, de quelle république que ce soit, ne peut engager des réformes politiques ou des réformes économiques sans de toute façon une forme de complicité ou le soutien de son président, du chef de l'État. Ce que j'ai dit, je ne peux pas, moi, en tant que Premier ministre, engager des réformes, par exemple en termes de loi ou en termes de règlement, à l'Assemblée nationale ou au sein du gouvernement sans l'aval du chef de l'État. Je crois que tous ceux qui participent ou ont une expérience gouvernementale comprennent aisément ce que je dis. Si j'ai un projet de loi et que le projet de loi n'est pas adopté par le Conseil des ministres ou que le projet de loi n'est même pas inscrit, comment je fais? Donc, par rapport, non, je voulais vous donner cette précision avant de bondir sur le problème économique. Il sait très bien. Je dis, je reconnais que des efforts ont été déployés. Dire que non, je ne salue pas. Donc, comment dire, l'action menée par le gouvernement pour la reprise de la coopération économique, je dis de toute façon, ce serait de faire preuve de mauvaise foi. Oui, on a repris la coopération. Mais en fait, aujourd'hui, les bailleurs de fonds, je dis, sont, je dirais, rétifs pour débloquer suffisamment de fonds afin que la ménagère puisse sentir réellement que le gouvernement a fait des efforts et que la situation commence pas à changer. Et pourquoi, à votre avis? À mon avis, de toute façon, tout le monde attend comment vont se terminer les élections de mars, non, oui, du 4 mars 2010. On veut voir. S'il y aura une reddition de ce qui s'est passé en 2005, je ne vous referai pas l'histoire, mais tout le monde fait attention. Moi, j'ai rencontré les observateurs à l'intérieur du pays. Tout le monde souhaite vivement, et nous aussi les acteurs, que nous ayons des élections apaisées. Et que le vainqueur des urnes soit celui-là qui sera donc proclamé par les instances électorales. Monsieur Kodjo, mais est-ce que l'avenir du... Je voudrais dire ceci d'abord. C'est nous qui avons ramené la communauté financière internationale au Togo. C'est pas vous. Vous le savez très bien. Quand vous dites que ce n'est pas vous, nous attendons une seconde. Je vous laisse parler, vous me laissez mon temps de parole. Vous me laissez mon temps de parole. C'est nous qui avons ramené la communauté financière internationale. Ce n'est pas vous. C'est qui vous? C'est nous, le régime fort. Ok, voilà. Nous là, c'est qui? Que vous désignez par qui? Le régime fort, le président fort. Le président fort et moi en tant que ministre des Finances chargé de coordonner les réformes. C'est nous qui avons ramener la communauté financière internationale. Non, une seconde. Si vous voulez, je vais vous dire comment. Si vous avez le temps... Laissez-le s'expliquer. Allez-y, monsieur Ayasso. Vous savez très bien. Nous avons fait venir ici le FMI qui a mis en place avec nous le programme de référence. Le programme de référence a duré de décembre à avril 2007. Moi, j'arrivais au gouvernement en 2007. Nous avons conduit ce programme de référence avec satisfaction. Et en 2007, juin 2007, nous avons mis en place le programme de relance économique qui a permis le retour de tous les bailleurs, en commençant par la Banque mondiale, le FMI, la BAD. Et je suis allé à Paris pour soutenir les réformes politiques et économiques du pays devant le Club de Paris. Et c'est ce qui a permis au Togo aujourd'hui de renouer. Nous sommes allés à Bruxelles, nous avons déroulé le programme des réformes, nous avons été applaudis. Je suis surpris que vous me parliez aujourd'hui de reprise de coopération par vous. Mais à vous entendre, messieurs, on a le sentiment que l'avenir du Togo réside dans le partenariat avec, dans les relations avec les partenaires internationaux. Est-ce que... Non, c'est-à-dire que si le débat, du moins, avance comme ça, je crois qu'on ne se comprend pas. Je n'ai jamais réclamé la paternité du retour des bailleurs de fonds au Togo. Il y a un malentendu. Il y a un malentendu. Ce que j'ai dit pour 2000, ce que j'ai dit donc lorsque j'étais chef de gouvernement, j'ai dit
Mon prédécesseur a connu ce qu'on appelle le PI, programme intérimaire, du FMI et de la Banque mondiale. Il n'a pas réussi. On m'a nommé chef de gouvernement. Lorsque je suis arrivé, j'ai réussi dans ce qu'on appelle le PI, parce qu'ils ont encore aggravé les conditions. Programme intérimaire renforcé. Le FMI et la Banque mondiale sont venus donc féliciter le gouvernement pour la bonne exécution de ce programme. Mais je dis, le FMI et la Banque mondiale disent, les fonds que nous avons pour le Togo ne suffisent pas donc pour financer dans vos programmes. Ce que nous voulons est essayer d'organiser des élections législatives avec l'opposition. Et là, si on enlève donc la suspension, nous n'avons pas besoin des fonds communautaires. Mais nous pouvons aller lever les fonds dans les pays européens pour compléter. C'est ce que je dis. Je n'ai pas dit que mon gouvernement a ramené le taux. Il aurait pu, je vais terminer, il aurait pu le ramener si toutefois nous avons organisé des élections législatives, du moins avec l'opposition. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le RPTC qui a été aux élections. Voilà donc ce que je veux dire. Il n'y a pas donc poser cette question. Comment entendez-vous, si votre candidat Faure Gnassingbé est réélu, mettre fin à la dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds? Oui, nous sommes en train de mener un vaste programme de réforme économique. Et ce programme de réforme économique met un accent particulier sur l'assainissement des finances publiques, parce qu'il faut mobiliser les ressources nationales. Nous ne pouvons pas tout le temps compter sur les ressources extérieures. Donc, depuis pratiquement 2 ans que nous avons lancé les réformes portant sur l'assainissement des finances publiques, les résultats sont là aujourd'hui. Nous avons réussi à renforcer les capacités de mobilisation de la douane, des impôts, et aujourd'hui les preuves sont là. Nous sommes partis en 2007, je dis en 2005 plutôt, d'un budget qui tournait autour de 187 milliards. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pratiquement à près de 500 milliards. Ça, c'est des recettes mobilisées. Plus particulièrement, pour le budget 2010, nous avons une prévision de recettes de 432 milliards, à comparer avec la prévision de 2005, qui était de 187 milliards. C'est dire qu'il y a eu des progrès qui ont été faits grâce à tout ce que nous avons fait au niveau de la douane et des impôts pour renforcer leurs capacités. Alors, concernant les impôts, le président sortant Faure Gnassingbé promet une réduction d'impôts justement. Quelles sont les garanties par rapport à cette promesse? Nous l'avons fait depuis l'année passée. Il nous a instruits et nous avons amorcé la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés. Ceci pour essayer de donner l'occasion aux entreprises, aux opérateurs économiques de pouvoir utiliser une partie de leur profit pour relancer l'économie, pour investir et relancer l'économie pour créer des emplois. Donc cette année encore, nous avons diminué le taux de l'impôt sur les sociétés et même le taux de l'IRPP. Ceci pour donner l'occasion aux travailleurs de pouvoir consommer. Vous savez très bien que l'impôt sur le revenu frappe les revenus des personnes privées. Donc nous l'avons réduit par 2 fois l'année passée et cette année encore. Est-ce que le Togo réfléchit à de nouveaux mécanismes de financement pour les réformes économiques? Si oui, lesquels? Nous avons l'appui des partenaires. Le programme que nous sommes... outre les partenaires internationaux. Oui, les partenaires internationaux. Le programme que nous sommes en train de mettre en place en œuvre en ce moment, c'est un programme qui est appuyé sur le financement du FMI pour près de 120 millions de dollars. La Banque mondiale nous soutient également. Quand je l'ai attendu tout à l'heure dire que les partenaires hésitent à nous financer, je suis surpris. Je reviens de Tunis le 10, où j'ai signé une convention qui porte sur 17 milliards. Les 17 milliards nous permettront de financer la route qui part du rond-point du port de Lomé jusqu'à Vepozo. Et je suis allé en Chine où j'ai mobilisé près de 80 milliards pour les contournements de Lomé, pour les contournements d'Alédio. Je suis surpris qu'ils me parlent de bailleurs qui hésitent à venir. Au contraire, les bailleurs se précipitent aux portes du Togo. Alors, M. Kodjo, est-ce que vous pensez faire mieux que le RPT en termes de mobilisation des ressources internes et extérieures? D'abord, au niveau des ressources, au niveau de la mobilisation des ressources internes, il sait que nous pouvons peut-être mobiliser plus au niveau des recettes douanières et au niveau des impôts. Je dis bien, nous pouvons mobiliser plus. Nous pensons tous que l'arrivée de Faure devait marquer dans une rupture par rapport à certaines pratiques du sérail, mais malheureusement, de toute façon, nous savons que la même chose se poursuit. Est-ce qu'il peut nous expliquer là, ici, comment se fait-il que le pays voisin, le Bénin, a un budget de 1225 milliards
donc au titre de l'année fiscale de 2009, et que nous n'avons que un budget de 300 milliards avec un déficit à la clé. Vous me faites rire en parlant du Bénin. Vous ne connaissez pas les problèmes du Bénin en ce moment? Non. Un budget de 1300 milliards. Le Togo, nous ne faisons pas des budgets démagogiques. Nous faisons des budgets que nous pouvons financer et exécuter. Vous savez ce qui se passe en ce moment au Bénin? Vous savez que les bailleurs sont en train de claquer la porte? Vous connaissez mal la situation. Vous citez mal des exemples. Vous avez mal fait de prendre cet exemple. Non, une seconde. Oui, oui. Je répète, je dis bien que les recettes douanières, comme les recettes fiscales, devraient connaître donc des niveaux beaucoup plus élevés. Parce qu'en fait, vous dites que les bailleurs de fonds... Non, vous avez une seconde. Dites-moi pendant... Alors là, vous commettez les mêmes erreurs. Laissez parler. Tout à l'heure. Oui, oui, je crois que, maîtrisez-vous, je pense que lorsque on représente un candidat comme Fogna Singbe ici, il faudrait de toute façon, oui, être calme et maîtriser ses nerfs. Si bon, le débat part dans tous les sens, comme ça, ce n'est pas intéressant. Alors, je dis bien que, nous avons un budget de 300 milliards l'année dernière, je parle de celui de l'année. Parallèlement, donc, le Bénin a un budget de 1225 milliards. Sur, du moins, les 1225 milliards, il y a 800 milliards donc, qui constituent, du moins, l'effort endogène et 400 milliards, de l'appui des partenaires. Est-ce qu'il peut nous dire ici, par exemple, au titre de l'année 2009, quel était le montant de l'aide internationale sur le budget de 300 milliards qu'ils ont affiché? Je veux dire, tout ce qu'il dit, que tel promet ou on a signé ceci, nous voulons voir les effets sur le terrain. Nous voulons voir de toute façon la traduction matérielle de toutes ces promesses sur le terrain. Le Premier ministre l'année dernière, du moins, a été à Bruxelles. Il a mobilisé 600 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on en a vu la couleur? Bref, ce qu'on dit, il faut d'abord que, les Togolais se fassent confiance. Nous ne faisons pas confiance parce qu'en fait, au lieu de gouverner, de rassembler tout le monde, on fait une politique de division. Et c'est cela qui pose problème aujourd'hui dans le pays. Si nous sommes rassemblés, nous sommes unis, nous serons forts et on met à des postes clés des hommes et des femmes compétents. Et également, de toute façon, qu'on contrôle. Souvenez-vous, il y a eu des problèmes ici où on dit que il y a quelqu'un qui a détourné le fonds du fonds d'entretien routier. Je le salue ici parce que lorsque le délinquant, après avoir fait une fuite monte en Allemagne, est revenu et a réoccupé ses postes, c'est lui, selon la presse, qui a appelé le général, donc le chef d'état-major général, des forces armées, devenu le déloger. Si c'est lui, moi, je le félicite. Mais dit quand même qu'on ne peut pas en même temps qu'on dit qu'on fait des efforts pour redresser la situation économique et laisser donc les délinquants et les criminels économiques du monde en liberté. Alors, M. Abayomi Kodjo, M. Ayasso, vous restez sur ce plateau, le débat va se poursuivre. En attendant, je vous propose de suivre le JT de campagne. Est-ce que je peux répondre? Non, vous restez sur le plateau, vous restez, c'est promis, on va débattre encore pendant 25 minutes. D'accord. Place au JT de campagne, on se retrouve dans une dizaine de minutes.